Merci. Merci d'être venus si nombreux pour ce deuxième colloque de l'OMNC. J'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier tout ce que je devais vous dire. Mais ça ne va pas être long. Vous vous retrouvez là dans des conditions réelles de l'étudiant en médecine, sur des bancs très durs et serrés comme des sardines. Désolé pour cet inconfort. Merci d'être venus si nombreux à vous préoccuper comme nous des choses qui touchent à l'humain. J'ai 2 mots à dire sur le thème de la journée. Il y a la santé et il y a le bien-être. Il y a la maladie et il y a le mal-être. La maladie s'accompagne invariablement d'un mal-être. Le mal-être peut même être le lit de la maladie, puisqu'on a prouvé maintenant la toxicité réelle du stress oxydatif chronique, par exemple, sur l'organisme et ses conséquences biologiques, hormonales, immunologiques, voire épigénétiques. Notre médecine occidentale, qu'on aime, notre médecine conventionnelle, scientifique, a permis de faire des progrès extraordinaires dans le domaine de la santé. Les vaccins ont enrayé des épidémies monstrueuses, les antibiotiques, les anticancéreux, les antiviraux, l'amélioration des techniques chirurgicales, pour ne citer que, ont permis une explosion de l'espérance de vie de la population dans les 50 dernières années. On a même réussi encore récemment et assez rapidement à juguler cette épidémie de sida qui a exterminé des centaines de jeunes vies dans les années 80 quand on commençait médecine. Mais cette médecine basée sur les preuves scientifiques et claires et qui a prouvé son efficacité est devenue tellement spécialisée, précise et compliquée qu'elle est presque devenue une médecine d'organes. Elle n'a pas eu le temps ni les moyens, c'est beaucoup une question de temps, de se préoccuper de ce côté bien-être, mal-être, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est pourtant un ingrédient très important de santé, de prévention, voire d'aide à la guérison. C'est pourquoi, avec l'Observatoire, nous essayons de travailler sur ce sujet, de faire collaborer de façon rationnelle le monde médical avec le monde du bien-être. Et la frontière qui existe entre les deux, qui est le domaine des soins non médicamenteux. Tout ça pour essayer d'aller vers une médecine intégrative, plus intégrative. Le premier acte de bien-être, le premier élément de régulation de notre santé, la source naturelle de toute vie, c'est ce petit acte banal, quotidien, méprisé même par la plupart d'entre nous, oublié, ce petit acte qui peut être automatique ou, si on le veut, contrôlé par notre volonté et que nous faisons en respirant. Peter Mathiesen, qui est un écrivain américain naturaliste, a écrit dans un livre intitulé « Le léopard des neiges » une phrase très jolie. Dans cette respiration que nous prenons, à l'instant même, se trouve le secret que tous les grands maîtres tentent de nous transmettre et qu'un lama a défini comme la précision, l'ouverture et l'intelligence du présent. Ça donne à réfléchir. C'est ce que nous allons faire tout l'après-midi. Et on va commencer avec du lourd, parce qu'on va attaquer avec l'anatomie, la physiologie, la radiologie. Accrochez-vous, heureusement qu'on a des très bons pédagogues parmi les médecins et les professeurs qui vont parler de tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu médical. On enchaînera avec les yogis, qui sont le yoga, puisque les yogis sont les premiers à avoir réfléchi il y a 3000 ans à ce phénomène de respiratoire. Et il y aura aussi des choses plus jolies, telles que l'art lyrique, la musique, le sport, et un peu de science quand même au milieu. On finira en beauté et avec Guillaume Néry, qui nous parlera de l'apnée et du fait qu'apprendre à ne pas respirer, c'est apprendre à respirer. Nous aborderons, alors là oui, l'an dernier je n'avais pas assez communiqué sur le sujet, nous allons aussi aborder le design, parce qu'on a la chance d'avoir à Nice Stéphanie Marin, qui est une designer de stature internationale et qui travaille avec ses ateliers, ce Marin, au design d'objets thérapeutiques par leur mécanique. Elle a installé une salle avec son équipe qui est dans le couloir un petit peu, vous allez trouver des pancartes qui l'indiquent. Et je vous invite à aller passer un petit moment là-bas parce qu'ils ont des luminaires qui sont réglés sur la respiration en accord avec le principe de cohérence cardiaque dont le docteur Houp vous parlera tout à l'heure. Ils ont également travaillé sur un objet qui s'appelle le sifflu ou bâton à souffler. C'est assez étonnant, je vous invite vraiment à aller voir. C'est une sorte de calumet de la paix. Les Indiens d'Amérique soufflaient dans leur calumet plutôt que d'inspirer. J'ai appris ça avec eux. Et on peut utiliser cet objet pour faire des exercices respiratoires et notamment un gros travail sur l'expiration. C'est intéressant. Et le sifflu peut également être une alternative à la post-clope. Parce que quand on fume une cigarette, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend de grandes inspirations et de grandes expirations et on fait une sorte de pause respiratoire. Sauf qu'on absorbe tout un tas de choses pas très recommandables au milieu. Mais le sifflu permet de faire cette pause respiratoire avec style. Je vous invite vraiment à aller voir la salle, vous êtes bienvenus, il y a des endroits pour s'asseoir et pour suivre le rythme respiratoire avec leurs lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Il me reste à vous présenter Nancy Catan. Tout le monde connaît Nancy, c'est la journaliste médicale de la région et de Nice Matin.
spécialiste des questions de santé. Nancy va introduire les orateurs et animer les débats de 15 minutes qui feront suite aux 2 groupes de présentation. Là, vous pourrez vous exprimer et poser des questions. 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais au moins on aura quelques questions. La pause aura lieu autour de 16 heures. On va être très strict sur les horaires. Déjà, ça commence mal, on commence avec du retard, mais car l'après-midi est chargé. Vous trouverez des rafraîchissements dans le hall. Et si vous allez dehors, il y a aussi un triporteur qui vous propose des boissons chaudes, des boissons fraîches. Vous trouverez tout ça dehors. Je souhaiterais remercier tous les orateurs qui nous font l'honneur d'être là parmi nous. C'est grâce à eux que cet après-midi est possible, bien sûr. Je remercie aussi, ils ne sont pas encore là, mais les jeunes du Conservatoire de Nice qui vont venir jouer avec brio et avec souffle des instruments avant au moment de la pause. On leur redira tout à l'heure, autour de 16 heures. Je remercie également, évidemment, le service de communication de la fac, Emmanuel et Jean-Christophe, qui sont là, qui, aidés de M. Zafran, nous permettent en fait de rendre cet événement possible. Sans eux, ça ne serait pas possible. Merci également à tous les membres bénévoles de l'association OMCNC. Vous les reconnaîtrez avec leur ruban orange. Beaucoup de femmes, hein, Emmanuel, Pascal, Marie, Véro, je ne peux pas toutes les citer, mais elles sont là et elles peuvent vous aider si vous avez besoin, vous allez les repérer. Merci beaucoup. Nous avons une toute petite association bénévole pour essayer d'organiser tout ça. Merci enfin aux généreux donateurs, parce qu'on en a quelques-uns qui nous aident à financer l'association par le biais du mécénat participatif. C'est aussi grâce à eux que nous pouvons avancer. Nous allons probablement pouvoir attribuer 3 ou 4 bourses d'études en 2017 sur des sujets tels que la phytothérapie, l'hypnose ou la yoga-thérapie. N'hésitez pas à venir vous renseigner au premier rang ou aller sur le site de la fac omnc.unis.fr si vous voulez faire partie de ces généreux donateurs. On travaille avec une société qui s'appelle Coméon. Je vais maintenant passer la parole au doyen Baquet, mon petit frère, qui est l'instigateur de l'OMNC et grâce à qui Nice est quand même la première fac en France à se préoccuper officiellement de ce type de sujet. Je vous remercie de votre attention. Bien. Mesdames, Messieurs, alors avant de commencer, je voudrais à mon tour vous souhaiter la bienvenue dans notre faculté de médecine de Nice, vous dire qu'ici on pratique le népotisme, c'est-à-dire qu'en tant que népote, je favorise les membres de ma famille. Et alors je vais regarder la définition, qu'est-ce que c'est qu'un népote? C'est un dictateur qui place les gens de sa famille contre l'intérêt de la population. Alors je pense que, en ce qui me concerne, c'est pour l'intérêt de la population. Donc je voudrais remercier en particulier tous les membres de l'Observatoire des médecines non conventionnelles. Je ne vais pas tous les citer, mais comme a dit Marie, vous les reconnaîtrez avec ce petit ruban orange. Et remercier Nancy Catan de Nice Matin, qui nous fait la gentillesse de modérer la séance. Remercier tous les orateurs, professeur Marquette, mon collègue de la faculté, tous les autres également. Guillaume Néry, qui va arriver, j'espère, ce soir. Je ne sais pas s'il est là ou pas, pour nous faire sa conférence, champion du monde d'apnée. Merci à tous d'être venus. Et je vais commencer, je voudrais aussi qu'on applaudisse ma sœur, parce que sans elle, il n'existerait pas cette... Merci Marie. Patrick, il fallait que je te présente avant ta présentation. Et alors je lui dis quelques mots pour te présenter. Il m'a dit simplement, comme tous ceux qui ont un CV qui fait 4 pages. Donc je vais très simplement dire qu'il est professeur d'anatomie générale et chirurgie bien sûr, doyen de la faculté de médecine de Nice, et qu'il a été récemment, très récemment élu à l'académie de chirurgie. Et ça, on peut vraiment l'applaudir parce que ils sont rares. Merci. C'est ce que tu voulais pas que je fasse, c'est ça? On s'envoie des fleurs. Par de fréquentes anatomies, tu iras à la découverte de cet autre monde qu'est l'homme. Rabelais, Pantagruel. C'est toujours d'actualité en 2017. Il faut toujours commencer par l'anatomie quand on s'intéresse au corps humain. Et là, elle a répété, parce que l'anatomie, comme dit mon maître de Peretti, est une jolie maîtresse, car dès qu'on lui tourne le dos, elle s'en va. Donc on commence par une leçon traditionnelle, selon la tradition du Collège français des professeurs d'anatomie, sur l'anatomie générale de la respiration, parce que tout ce dont on va parler cet après-midi, eh bien, va nécessiter d'avoir
ces connaissances fondamentales. Alors j'espère que le système d'amplification que l'on a fait va marcher, merci d'essayer de suivre. Alors l'anatomie générale de la respiration, c'est 4 schémas. C'est moins de 20 minutes, je me chronomètre, et on fera, j'espère, si on a le temps, un petit exercice de méditation anatomique, où vous allez essayer de ressentir toutes les structures que je vais vous décrire. Il y a 2 parties dans les voies aériennes. Il y a les voies aériennes supérieures, qui sont en fait des voies aérodigestives, et les voies aériennes inférieures. Pour illustrer les voies aériennes supérieures, qui sont en fait, comme je le disais, des voies aérodigestives, il faut faire une coupe sagittale de l'extrémité céphalique et du cou, qui permet de représenter ici l'os de l'étage moyen de la base du crâne, en vue de profil. Donc l'avant va être ici, c'est une coupe sagittale de profil droit. Ici, c'est le haut. Ça, c'est l'os sphénoïde, qui porte la selle turcique, où se trouve l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre de toute l'endocrinologie du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'os occipital, avec le trou occipital, l'écaille de l'occipital, la protubérance occipitale interne et la voûte crânienne. On voit se décider petit à petit le squelette de la tête, avec en avant l'os ethmoïde, qui est perforé de ce qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde, avec ici l'os frontal, le sinus frontal et la voûte crânienne antérieure qui ferme le crâne en avant. Au-dessous, c'est le palais osseux avec l'os maxillaire qui est ici, avec son prolongement horizontal, l'articulation alvéolaire avec les incisives supérieures et la lame horizontale de l'os palatin. Plus bas, c'est la mandibule, avec ici l'articulation avec les incisives inférieures, les processus génis inférieurs et supérieurs. Et là, à la base du cou, si vous palpez la base du cou, au niveau de l'angle cervico-mentonnier, vous avez un os, l'os hyoïde, qui porte les muscles du plancher de la bouche. Je dessine le corps de l'os hyoïde ici en section. En arrière, c'est le rachis ou colonne cervicale qui est formé de 7 vertèbres. La première, l'Atlas, du nom du dieu grec qui portait tout le poids du monde sur ses épaules. La seconde, l'Axis, qui a un axe, la dent de l'Axis ici, qui permet de tourner la tête. La troisième vertèbre cervicale, son processus épineux. Et la quatrième vertèbre cervicale qui se projette en regard de l'os hyoïde. Ce cadre osseux permet de dessiner maintenant l'enveloppe cutanée. Ce n'est pas véritablement l'enveloppe cutanée qui nous intéresse. Vous reconnaissez ici les arcades sourcilières, le nez, les narines, par où l'air va rentrer. Ici, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, l'angle cervico-mentonnier. Je vous représente également en bleu, puisqu'il s'agit de cartilage, ici, le cartilage thyroïde que l'on sent sous la peau, de thyros, qui veut dire le bouclier, le cartilage épiglottique, qui est le clapet, qui va éviter la fausse route, et le cartilage thyroïde. La peau recouvre donc l'ensemble des structures osseuses et musculaires, et ce qui est important de représenter maintenant, c'est la muqueuse des différentes voies respiratoires, en commençant par les fosses nasales. On voit que se dessinent donc 2 étages, le nez, les fosses nasales et la cavité orale. Cette muqueuse des fosses nasales est en continuité avec la muqueuse du pharynx, qui est cette gouttière qui est accrochée à la face antérieure du rachis. Ici, c'est le plancher des fosses nasales qui est prolongé en arrière par la luette. On arrive ici sur la muqueuse de la gencive supérieure. Là, on trouve les muscles du plancher de la bouche, puis la langue, qui s'accroche ici sur les muscles du plancher de la bouche, puis cette muqueuse qui recouvre tout, en particulier le cartilage épiglottique. Et là, on a les 2 tuyaux que sont en arrière l'œsophage et en avant la trachée qui va constituer les voies aériennes inférieures. Alors c'est important de dessiner ces voies aériennes supérieures parce que on voit ici le carrefour qui existe entre la voie digestive, les aliments que l'on avale, et la voie aérienne. L'air passe d'abord les narines. Il existe ici un petit sphincter formé du muscle nasal avec deux branches de ce muscle. Il est un peu inutile de décrire, mais qui, comme pour tous les sphincters, régule l'arrivée des impressions sensorielles. Ici, il y a les cornets, il y en a 3 de chaque côté, dans chaque fosse nasale, qui vont créer des turbulences de façon à ce que l'air que l'on respire, qui est le même pour tous, comme dit Michel Jonas, atteigne ici la tache jaune, qui est l'organe de l'olfaction, qui est branché directement sur le nerf olfactif, qui est ici à la face inférieure du cerveau. Ici, les filets nerveux. L'air donc traverse les fosses nasales, puis arrive ici au niveau des choanes, qui sont ces orifices
qui permettent la jonction entre les fosses nasales et la partie supérieure du pharynx. Et on voit que cette gouttière est en fait 3 étages, le nasopharynx ou cavum, l'oropharynx en regard de la bouche et le laryngopharynx en bas. Voilà pour le premier schéma des voies aériennes, et quand nous ferons ces petites minutes de méditation, je vous demanderai d'identifier, maintenant que vous les connaissez, toutes ces structures. Le deuxième schéma que je veux faire est une vue ventrale des voies aériennes inférieures sur une projection antérieure du tronc. On va être obligé d'accélérer un petit peu avec ici l'incisure jugulaire du sternum, le bord supérieur des clavicules, ici les muscles pectoraux avec le processus xiphoïde du sternum et le bord inférieur des côtes. Voici le mamelon à gauche, le mamelon à droite et la paroi latérale du thorax qui est très schématiquement représentée chez un homme excessivement musclé pour reconnaître les éléments de l'anatomie de surface. Ici, ce sont les muscles respiratoires accessoires que sont les sternocléidomastoïdiens et les muscles trapèzes du cou qui se mettent en action en cas d'insuffisance respiratoire. C'est ce que le pneumologue et les médecins appellent le tirage. Ici, c'est le muscle deltoïde du côté gauche et les muscles du bras. Cette vue ventrale du tronc permet de projeter le muscle de la respiration qui est le diaphragme. Le diaphragme thoraco-abdominal est en fait formé de 2 coupoles. On croit toujours que le diaphragme se trouve au bord inférieur des côtes. En fait, pas du tout. Comme on verra tout à l'heure sur les cinémas d'imagerie en 3D, la coupole diaphragmatique droite arrive jusqu'au niveau du mamelon, c'est-à-dire très haut dans le thorax. Elle est asymétrique, elle est plus haute que la gauche, puisqu'il y a ici le foie qui la refoule vers le haut. Voici la coupole diaphragmatique gauche. Il s'agit d'un double parachute qui va agir comme un piston, comme on va le décrire, de façon à ce que les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire la trachée, qui se divise ici en une bronche pulmonaire droite et une bronche pulmonaire gauche, notez la symétrie entre les voies aériennes droite et gauche, que les anesthésistes connaissent bien, et voici les poumons qui sont contenus dans les cavités pleurales où il existe du vide, de façon à ce que les forces qui vont être transmises par le diaphragme se propagent à cette éponge pulmonaire qui est le poumon et dont le professeur Marquette va vous détailler le fonctionnement. Il y a également ici une asymétrie entre le poumon droit et le poumon gauche, puisqu'à gauche il y a le cœur, ce qui fait que le poumon gauche est plus petit que le droit. Voici donc très schématiquement représentées les voies aériennes inférieures, et je vais vous représenter également le cœur, puisque c'est ici la petite circulation, et le cœur est fixé sur le diaphragme dans une partie fixe du diaphragme, qui ne bouge pas, alors que ce sont les 2 coupoles qui vont bouger, comme on va le voir. Pourquoi ce centre phrénique, c'est comme ça que ça s'appelle, ne bouge pas? Eh bien, c'est parce qu'il supporte le cœur, qui est contenu dans sa cavité péricardique qui le protège, en plus du squelette, du sternum et des côtes. Le cœur est très solidement amarré par le péricarde, un ligament qu'on appelle le ligament phréno-péricardique, sur le centre phrénique qui ne bouge pas. Ce sont les 2 coupoles diaphragmatiques qui bougent. Alors je vais vous représenter maintenant une vue supérieure du diaphragme, qui est quand même le muscle grâce auquel nous vivons. On va regarder le diaphragme par-dessous, ce qui fait qu'on va voir une vue supérieure, comme si on était à la place de la trachée, pour regarder quelle est la forme du diaphragme. Ici, c'est le processus xiphoïde. Ici, ce sont les côtes qui arrivent à faire cet ovale, avec en arrière la 8e côte, c'est là où se projette à peu près le diaphragme, le processus transverse, les processus épineux, le canal médulaire. Ici, nous avons la section des côtes, c'est comme si nous avions sectionné un patient ou fait une coupe de tomodensitométrie, de scanner. Je vous représente cette coupe pour voir que le diaphragme est en fait formé de 2 parties, et c'est important de le savoir quand on vous demande d'imaginer vos organes pendant les séances de méditation. Une partie centrale que l'on appelle le centre phrénique, de phrénos, qui veut dire l'âme en grec, puisque les Grecs croyaient que le centre de l'âme était situé dans le diaphragme. Cette partie est fixe, elle ressemble à un trèfle, à 3 folioles, une foliole antérieure, une foliole droite ici et une foliole gauche. Et les parties mobiles sont en fait de chaque côté. Il y a en fait 2 diaphragmes avec un faisceau xiphoïdien, un faisceau costal et un faisceau lombaire qui s'accroche ici, et c'est très important, sur les vertèbres lombaires. C'est lors d'un dernier schéma que je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est très important que le diaphragme s'accroche sur les lombaires. Le dernier schéma, avec peut-être un, si j'ai un peu le temps, un supplémentaire, va représenter, qui va représenter en fait une vue de profil du diaphragme par rapport aux courbures du tronc, ce qui est très important à connaître lorsque vous allez travailler la musculature, et Patricia Fernandez, qui est chanteuse lyrique,
nous montrera comment fonctionne l'ensemble tout à l'heure. Ici, vous avez un schéma très bête d'un dauphin qui vous montre la courbure unique que portent les mammifères inférieurs. Cette courbure unique, qui est une concavité antérieure, en fait, se retrouve chez l'embryon, dans le ventre de sa mère, puisqu'un embryon ressemble à peu près à un dauphin, avec, comme tous les mammifères, d'ailleurs l'embryon est le même pour tous les mammifères, avec les placodes optiques, ophtalmiques et otiques. Ici, ce sont les arcs branchiaux, le cœur primitif et le cordon ombilical de l'embryon de 15 semaines. On voit qu'on retrouve cette courbure unique de l'embryon dans le ventre de sa mère au stade initiaux. Puis l'enfant va naître et va se relever puisqu'il va marcher à 4 pattes. Il va devoir regarder à l'horizon, il va donc redresser la tête, où je représente alors très schématiquement un bébé quadrupède avec les membres caudaux ici et les membres antérieurs. Ici, c'est vraiment un schéma, parce que je n'ai pas trop le temps de faire plus précis, mais c'est pour vous montrer qu'à partir de cette première courbure, apparaît la deuxième, qui est la lordose cervicale, et finalement, après, lorsque l'enfant marche, il se redresse, ce qui explique la présence de cette succession de courbures que je vais vous représenter sur ce dernier schéma, pour montrer qu'il y a un alignement entre les vertèbres. On a ici la courbure que l'on appelle la lordose cervicale, la syphose thoracique, la lordose lombaire et la syphose sacrée. Cet enchaînement de courbures, ici, nous permet de mettre en place l'extrémité supérieure du thorax, le sternum en avant avec le manubrium, le corps du sternum et la xiphoïde. Le bassin, c'est une vue de profil droit avec le bord antérieur de l'os coxal, l'incisure ici postérieure ischiatique, l'articulation avec la hanche et le pubis en avant. Alors cette vue latérale, on reconnaît ici le crâne très schématiquement représenté, cette vue latérale gauche d'un sujet nous permet de montrer que le diaphragme, autant il a une partie fixe et une partie mobile, présente de profil deux parties. Une partie horizontale, ici, sur laquelle est posé le cœur avec le centre phrénique, et une partie verticale, qui est accrochée sur la dernière vertèbre thoracique et la première lombaire. En avant, ce sont les muscles de l'abdomen, c'est-à-dire les grands droits, les tablettes de chocolat pour ceux qui en ont, et les muscles obliques qui ferment latéralement la paroi de l'abdomen. En bas, c'est le diaphragme pelvien. C'est important de représenter ici les muscles de l'abdomen pour comprendre que la respiration, en fait, est un mouvement qui est à la fois actif pour l'inspiration et passif pour l'expiration. Je vais essayer de vous expliquer ça s'il me reste un peu de temps, ce que je contrôle immédiatement. En fait, ça fonctionne comme une seringue, c'est-à-dire que si, il me reste 6 minutes, ça me va très bien, et si je représente ici le piston d'une seringue avec ici l'embout et le piston, lorsque l'on tire sur la seringue, on crée le vide donc dans la cavité pleurale, ce qui fait que l'air rentre. Les coupoles diaphragmatiques s'abaissent. Voici, on tire le piston de la seringue, ce qui fait qu'on a ici un abaissement de la coupole droite et de la coupole gauche, alors que le centre phrénique reste stable, il ne bouge pas pour que le cœur ne subisse pas des mouvements. L'inspiration est donc un mouvement actif sous la dépendance du nerf phrénique. Le nerf phrénique, on va revenir ici pour montrer qu'il se situe, le noyau du nerf phrénique se situe au niveau du tronc cérébral. Je passe des détails de l'anatomie du tronc cérébral, ici la moelle dans le canal médulaire. Et le noyau du nerf phrénique se trouve ici, et il fait issue au niveau de la 4e vertèbre cervicale. Il traverse ensuite tout le thorax et il atteint ici les coupoles diaphragmatiques. C'est lié à l'embryologie. L'inspiration est donc un mouvement actif volontaire. En revanche, l'expiration, c'est-à-dire pour pousser sur la seringue, l'expiration, voilà, je vais vous représenter sur une vue de profil ce qui se passe lorsqu'il y a une inspiration, les coupoles s'abaissent. Pour souffler, il va falloir que le diaphragme remonte, mais ce n'est pas la commande diaphragmatique qui entraîne l'expiration. C'est la poussée des muscles abdominaux qui, par l'intermédiaire des viscères, va remonter ici pour repousser le diaphragme vers le haut. C'est pour ça que lorsqu'on prend une grande inspiration, le ventre gonfle et que l'on peut ainsi contrôler plus ou moins, les chanteurs et les joueurs d'instruments avant, tout à l'heure, nous montreront tout ça et nous expliqueront tout ça. Alors maintenant, je vous propose pour finir 1 minute de méditation anatomique. Alors je ne suis pas coach de méditation, mais j'ai un petit peu entendu comment les gens qui parlent pendant les séances de méditation s'expriment.
Alors ils vous disent de fermer les yeux, que tout va bien, qu'il faut accueillir les bruits et les odeurs qui sont autour de vous et de ressentir votre corps. Alors il y a 16 cycles par minute, inspiratoire et expiratoire. Donc vous allez respirer 16 fois de suite les yeux mi-clos et je vais vous décrire. Vous allez essayer d'identifier les structures anatomiques dont je vous ai parlé. Et maintenant que vous les connaissez, vous allez voir que ça va vous parler un peu plus. Vous respirez bouche fermée. Alors d'abord, vous allez pouvoir contrôler le souffle de l'air au niveau des narines, les sphincters des muscles nasaux. Il existe d'ailleurs ici un muscle qu'on appelle le procérus qui donne l'air méchant, qui est très développé chez le chien. Mais en fait, l'ouverture des narines et la fermeture des narines permet de déjà réguler le débit. On peut écarter les narines de façon à augmenter le débit. Ensuite, vous allez sentir l'air qui effectue ces turbulences et vous vous apercevez, quand vous faites bien attention, que vous sentez surtout l'air glisser le long du plafond des fosses nasales. C'est normal, c'est là que se trouve la tache jaune. Ensuite, vous suivez le souffle inspiratoire et vous voyez qui traverse les choanes que vous imaginez, qui sont ces deux trous qui donnent sur le pharynx. Ce qui permet de sentir la partie supérieure du pharynx. Quand vous vous concentrez, vous arrivez à sentir que le flux va refroidir en quelque sorte la partie supérieure du pharynx et ensuite l'air descend, là on sent beaucoup moins. Par contre, ce que l'on peut ressentir, ce sont les mouvements du diaphragme. Et lorsque l'on prend une grande inspiration, on peut sentir que les viscères sont projetés vers l'avant et là on peut plus ou moins contrôler ensuite le mouvement expiratoire. Si on ne fait rien, l'élasticité des muscles de l'abdomen va permettre le relâchement du diaphragme sous le poids simplement des viscères, alors que si on contracte ces muscles abdominaux, l'expiration va être modulée et les joueurs d'instruments avant soufflent plus ou moins fort en fonction de la pression qu'ils mettent dans leurs abdominaux et non pas dans le diaphragme. C'est la pression transmise via les viscères qui va pouvoir moduler la force expiratoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'anatomie générale de la respiration. On va maintenant laisser la parole au professeur... c'est qui parle maintenant? J'ai plus le programme. À Béatrice. Et à Nancy Catan qui va nous lancer la suite des événements. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.